Bonjour à tous et bienvenue dans Silmo News, votre rendez-vous dédié à l'actualité du Silmo et de la filière optique lunetterie avec un numéro aujourd'hui consacré au design, ce qu'il apporte à la filière, comment il nourrit et façonne les lunettes d'aujourd'hui et de demain. Pour en parler, Marie-Letty reçoit aujourd'hui Olivier Lapidus, grand designer de renommée internationale et président du prochain concours de design optique organisé par Silmo Paris. Ce sera justement l'occasion de parler de ce tremplin pour les étudiants en design avec à la clé 10 000 € pour imaginer la place du regard dans le monde de demain. C'est le thème cette année. Les étudiants ont jusqu'au 16 juin pour déposer leur dossier. C'est à vous, Marie-Letty. Merci Mickaël, bonjour à tous. Alors le design peut-il encore surprendre? Aujourd'hui la lunette s'impose comme un objet de véritable expression à la croisée de la mode, du design, de l'innovation. Avec Olivier Lapidus, designer reconnu, nous allons explorer ce que Silmo Paris révèle des nouvelles écritures du design lunetier et de la lunette de demain. Bonjour Olivier. Bonjour. Et merci d'être venu ici jusqu'à nous, nos studios de Silmo News. Absolument, Silmo, pour moi, c'est formidable. C'est vrai, c'est presque une habitude. Ça devient une habitude, on va en parler tout au long de cette émission, justement. Alors, moi, j'aimerais commencer par déjà la définition du design et celle que vous donnez au design. Alors, dans mon parcours, pour moi, le design, c'est la vie qui va avec ma mode, en gros. C'est la question de Proust. Si c'était un fauteuil, cette femme qui porte cette robe, ça a démarré comme ça. C'est-à-dire, on ne crée plus des objets monolithiques que le prêt-à-porter. On commence à créer chaussures, ceintures, gants, sacs, lunettes, ça s'installe, les parfums, les cosmétiques. Et puis, la fois d'après, c'est l'univers, c'est ce qui va avec. Cette femme, voilà, son canapé, ce serait quoi? Si elle avait une coiffeuse, elle ressemblerait à quoi? Donc, un peu comme un Lego, j'ai commencé à assembler ces morceaux-là très rapidement. Vous savez, quand on sort de l'école de mode, on nous demande de faire des magasins, ou de la publicité, ou du marketing Internet, ce qui veut dire que maintenant, on est vraiment des créateurs d'univers. D'accord, créateur d'univers, ce serait voilà. La définition. Oui, c'est-à-dire c'est un fil d'Ariane qui va relier une robe à une chaussure, à un canapé. Et en fin de compte, c'est maintenant, regardez comme l'hôtellerie s'approche de la mode. Bon, ben, c'est un petit peu ce phénomène-là. D'accord, donc c'est intéressant de voir de ce point de vue-là. Finalement, le design, ça raconte une histoire. Mais tout raconte une histoire. Même la mode raconte une histoire. Alors, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous avez commencé votre job de designer en 1989, c'est ça? Alors oui, mais plus orienté vers la couture, oui. Avec une propension à faire plutôt de la technologie dans la couture, puisque j'avais à l'époque voulu marier l'artisanat et la recherche, en réunissant à chaque fois donc, un ingénieur, un artisan, et en faisant des textiles lumineux, des téléphones intégrés dans les vêtements, oui, etc. Oui, c'est ça. J'ai des vêtements à capteur solaire ou encore équipés d'un GPS, une veste communicante oui. Avec un téléphone sous la manche ou encore oui. Une robe de mariée lumineuse tissée de fibres optiques. Alors, si on prend le cas de la robe lumineuse, bon, on voit cette femme sur un podium avec sa robe, avec le textile qui s'allume. Et là, je vais vous parler d'un truc que moi j'aime beaucoup, qui m'a été enseigné par Jacques Brochier, qui était le père de Cédric Brochier, un grand soyeux de Lyon, qui avait créé l'Institut technologique et chimique d'ailleurs à Lyon, et qui m'avait appris le mot transversalité industrielle. Bon, oui. C'est un mot un peu barbare, je reconnais, mais ça veut dire c'est comment un métier devient un autre métier. Comment la fibre de verre ou la fibre de carbone sont nés des métiers à tisser de 1880, des canuts, voilà, un Patrice Eugénie. Ça veut dire que, de la même façon, cette robe lumineuse aujourd'hui, dans les milieux hospitaliers, un peu partout, je pense, dans le monde, on soigne la jaunisse du nourrisson en les mettant dans un couffin lumineux avec une certaine longueur d'onde. Et c'est là, voilà, on est parti d'une robe et on arrive à quelque chose de médical. Et puis après, vous avez, dans l'aviation, dans l'automobile, on va maintenant utiliser, cette société Brochier Technologies développe toute cette histoire de lumière textile, mais à travers plein de nouvelles industries.
Et tout est parti de cette Donc, robe voilà. lumineuse. Donc on part d'une robe et on arrive à autre chose. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et je trouvais que, à côté des clientes milliardaires qui achetaient nos robes, tout à fait d'accord, on pouvait aussi marier l'artisanat à la recherche. Et je trouve que pour la France, protégée par Maastricht avec l'histoire des brevets, on avait là une occasion de travailler avec l'artisanat vers l'avenir, vers des technologies. Donc j'ai pas mal de brevets, donc j'ai développé cette histoire de brevets. Et en fait, c'est ça, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, Oui. qui m'a dirigé un peu, c'est vrai, vers le design, en m'intéressant à cette histoire de technique, de technologie, d'ingénieurs, de chercheurs, à côté de l'artisanat. Alors ça veut dire cette transversalité, ça voudrait C'est dire ça. qu'il n'y a pas de frontière finalement entre la mode, le fashion, l'innovation technologique. Ça veut dire qu'un arbre a des racines, des feuilles, et que pour moi, il n'y a pas de futur sans passé. Et que, alors certains disent non, pas du tout, il n'y a pas de passé. Mais moi, je ne suis pas Oui, d'accord, et je pense qu'au contraire, le passé peut servir, on a une tendance à le jeter. Mais non. En l'occurrence, avec ces techniques un peu anciennes, on arrivait justement à transvaser cette connaissance passée, cette mémoire de l'excellence vers la recherche. Et c'est ça que j'ai fait pendant toutes ces années de couture de mode. Alors, j'ai retenu une citation de vous. Pour moi, l'évolution naturelle des ateliers de créateurs, de ces métiers d'art de la mode, est de participer à la transformation des techniques, de ne pas juste rester des trésors vivants. Oui, parce que c'est ça que ça signifie, en je fait. ne voudrais pas qu'on finisse derrière des glaces et on nous apporte des bananes. Je veux dire qu'il y a un moment où il faut que les artisans aient du business. Et le meilleur moyen d'aider les artisans, c'est pas forcément que de les sponsoriser, entre guillemets, de les aider, bon, bien sûr, financièrement, il faut, mais aussi de leur trouver un moyen de se développer. Et un des moyens, pas le seul, mais un, c'était qu'ils participent à l'évolution des arts et des techniques. C'est ça que je voulais dire. Et c'est vrai que, par exemple, le Japon a des trésors vivants, c'est formidable, mais quelque part, il faut faire attention à ne pas être embaumé vivant. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une activité. Et certaines activités, comme par exemple la passementerie, certaines dentelles à l'aiguille ou au fuseau, qui sont devenues des métiers plutôt rares, eh bien, par exemple, les prothèses de ligaments sont faites à partir de la dentelle du puits. Donc on a pris une dentelière, et puis, comme ça, on a transversalisé cette technique vers autre chose. Et c'est de ça dont je parle. Quelles sont les qualités que doit avoir un designer ? Déjà, la curiosité, se remettre en question, un sens des proportions. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que, je ne vais pas dire qu'on parle de la même chose, parce que sinon, je vais avoir des soucis, mais on parle de forme, de matière, de couleur. Et après, bien sûr, de technique. Mais en fin de compte, il y a énormément de points communs, je trouve, entre les métiers de la mode et les métiers de création dans le design. Alors, les textiles, certes, c'est plutôt du mou, le textile, c'est plutôt du dur, mais quand même, on retrouve le textile dans plein d'endroits, ne serait-ce que dans la fibre de carbone. Et je trouve ça formidable comme complémentarité d'avoir fait un parcours de mode vers l'architecture, entre guillemets, c'est-à-dire vers l'architecture d'intérieur, par exemple, et le fait de faire des meubles, de travailler dans des formes plus dures, plus structurées, mais tout d'un coup de rencontrer un cuir recyclé, de rencontrer un textile pour un rideau, donc quelque part ces mariages-là, j'ai l'impression, pas de faire la même chose, mais d'être dans une sorte de communauté de connaissances, et je trouve que ce côté cross-fertilisation entre les métiers, c'est formidable, et on rencontre une grande diversité d'artisans dans la décoration, comme j'avais moi dans la mode. Oui. Et j'ai beaucoup de points communs et de réflexes, si vous voulez, conditionnés déjà par nos métiers. Et on voyait aussi on a vu que vous aviez aussi travaillé beaucoup les matières, notamment en mode, mais justement sur les objets aussi que vous faites. Je vois les algues, fibres de fruits ou encore poussière de pierres précieuses. Alors oui, les algues, j'étais allé au CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues à Pleubian, très bien reçu par eux. Il y avait d'ailleurs une émission de télé sur le sujet, parce que le monsieur ne croyait pas qu'on pouvait faire des fils avec des algues. Or, les algues, on peut faire c'est des fibres longues, et donc on a fait des fils d'algues, effectivement. Après, on les a mélangés avec d'autres choses, mais c'était ça l'idée. L'idée pour une collection, c'était d'utiliser les fleurs, les fruits, les légumes, whatever, par exemple la surproduction européenne en matière de XY, qu'on pouvait retravailler dans des fils
en dehors du lin, du coton, de la soie et de la laine, pour créer d'autres choses, d'autres assemblages. Bon, c'était ça l'idée. Et les algues, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec des algues, on ne se rend pas compte. Donc c'est ça, quand vous dites un bon designer, il doit avoir cette curiosité, cette recherche des matières, d'aller dans différents pays pour se renseigner sur les différentes matières, pour pouvoir approfondir, rechercher, créer. Oui, et c'est un peu pareil aussi dans la mode, cette ouverture d'esprit. Nos métiers sont des métiers culturels, essentiellement. Des métiers, pas forcément de connaissances profondes techniques, parce qu'on peut être aidé, mais juste le fait de travailler avec d'autres, avec des professionnels d'autres secteurs, je pense que c'est ça la richesse de ces métiers. Et moi, ce que j'ai adoré, par exemple, dans la mode, ça a été de travailler avec des artisans qui faisaient des choses absolument hallucinantes. Moi, j'étais pas capable de faire comme Madame Pouzieux, bon, qui n'est plus là, qui a été repris, je crois, par Chanel. Eh bien, c'était ces passementeries manuelles, c'est complètement incroyable. Elle faisait ce qu'on appelle un bigoudi, c'est-à-dire qu'il y avait une âme en métal autour de laquelle elle faisait une sorte de fil d'or avec différentes épaisseurs, et à la fin, on faisait sur des robes, des placements de ces fameux bigoudis avec des noms incroyables. Et c'est vrai qu'on avait oublié la passementerie manuelle à cause de la passementerie mécanique, et qu'il y avait une sorte d'imbroglio pour la jeune génération de savoir qu'est-ce que c'était la passementerie manuelle. Donc il y a certains métiers, pour ne pas les oublier, il faut aussi savoir comment les transmettre, mais en même temps, pourquoi les transmettre. Or, la problématique, c'était que la passementerie manuelle avait beaucoup perdu en termes de business, et que par conséquent, c'est là où il y a la transversalité, on pouvait l'utiliser pour autre chose. Donc l'idée étant de progresser comme ça. On va parler maintenant des lunettes. Oui. C'est un objet qui fait partie de votre vie aussi en tant que designer. Donc la mode, les vêtements, la création de vêtements, d'objets, mais aussi les lunettes ont fait partie de votre vie. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait en parler? Oui. Mon père disait, il faut savoir se regarder dans le regard des autres. Et je trouve ça très bien parce que, en fait, on crée des objets pour le regard des autres. Et les lunettes, c'est en fait très humain. Il ne faut pas oublier ce côté-là. C'est pas que de la mode, c'est pas que du design. Et c'est pas que de la technologie non plus. Surtout pas. Et je trouve que ce qui revient dans ce que je ressens de l'époque, c'est aussi le fait de faire des lunettes collées à la réalité, au confort, à l'ergonomie, et pas seulement au design. Donc vous en avez créé vous aussi. Alors j'ai créé bien sûr des lunettes. Des lunettes notamment avec Ted Lapidus, votre papa. Lui qui ne m'avait pas attendu, puisque déjà, avant même que je naisse, il faisait ses lunettes. Il adorait tout ce qui était objet de marine. Et il avait des valises avec des coins dorés et des meubles avec des coins dorés. Et donc il a commencé à créer sa paire de lunettes en faisant juste comme ça un carré avec 4 coins dorés qu'il avait donné à son licencié. Et s'en est suivi, je pense, un immense succès à l'époque. Et on voyait à Hollywood toutes ces actrices qui portaient ces lunettes à coins dorés. Voilà. Et ça a été sa signature. Il y a eu aussi la signature Olivier Lapidus, vos lunettes avec votre propre j'ai fait marque. Des lunettes et aussi des lunettes pour d'autres, comme par exemple pour Merovitz en ce moment, ou pour Lanvin, mes dernières lunettes, que j'ai beaucoup aimées. Qui sont exposées juste ici. Les Lanvin, elles sont absolument magnifiques. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ces lunettes, on ne peut les trouver nulle part. Non, c'est un exemplaire. Celle-là, c'est un exemplaire unique. Est-ce qu'on pourrait en dire un mot? Comment elles ont été confectionnées? Comment est-ce que vous les avez designées, ces lunettes? Alors, je vais me permettre de les montrer un peu plus. Déjà, quand je suis arrivé chez Lanvin, j'ai trouvé une maison extraordinaire, avec un savoir-faire important, des ateliers magnifiques, des modélistes extraordinaires, des ouvriers incroyables. Donc c'était vraiment une maison somptueuse. Et dans le cas des lunettes, vous aviez des licenciés, qui peut-être sont encore les licenciés de Lanvin, je ne sais pas, mais en tout cas qui étaient des gens très performants. Et là, je l'avais fait pour mon défilé. Et effectivement, c'est pour ça, parce que c'est des lunettes de défilé, mais on ne les a pas produites. Je les aime d'autant plus qu'elles sont un exemplaire unique. Alors c'est mon épouse Yara qui les porte, et elle les adore. Et elle m'a dit, tu fais très attention. D'ailleurs. Oui, c'est ça. On les montre ici. C'est J'ai exceptionnel. à peine le droit d'y toucher. Bon, je les ai un peu touchés. Non, mais vous faites bien, aucun problème. Qu'est-ce qui a évolué le plus ces dernières années dans
de manière générale dans le design, dans la mode, dans les lunettes? Est-ce que ce sont les formes, les matériaux, les usages ou encore les intentions créatives? Alors, déjà, les formes, elles évoluent, mais relativement lentement. Elles évoluent par petites strates. Ok, d'accord, on revient, on repart, bon, ok. Oui, c'est ça, on fait toujours, Oui, mais on reprend toujours des modèles du passé pour les disons, refaire. pas forcément des modèles, mais en tout cas, on cross-fertilise ce qui s'est fait, on le remet au goût du jour, et ainsi de suite. Ce n'est pas un état de recommencement. Il y a des nouveautés. Ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui, c'est les fonctions. Donc, effectivement, toute l'électronique maintenant embarquée, tout ce que ça veut dire. Comme vous qui aviez créé des vêtements avec un GPS. Tout à fait. Donc, on en revient à ce que j'aimais faire, à ce que j'aime faire, c'est une dose de technologie dans des objets du quotidien. Bon, ça, on le voit énormément. Et je pense que l'élément qui me paraît vraiment intéressant, c'est l'écologie, qui devient une sorte de cahier des charges pour les créateurs, à travers des polymères alors recyclés ou même naturels, entre guillemets, ça peut pas être naturel les polymères, mais en tout cas avec une part de moins polluant, je ne peux pas dire non polluant, et cette préoccupation qui est devenue la meilleure amie du designer. Puisqu'on doit partir... Moi, je pense que le phénomène de création part aujourd'hui de l'écologie, ce qui est quand même incroyable. Plus que de la technologie, cela dit, c'est lié. Mais quand même, il y a cette préoccupation. Les jeunes générations sont, je pense, ceux que je rencontre, à fond là-dedans. Mais on voit sur j'ai été visiter votre site internet, on le voit, les objets que vous créez aujourd'hui, c'est peut-être la première des mentions, partir de matières recyclées. Oui, je crois que c'est devenu indispensable. Et même quand on voit maintenant des présentations, même architecturales, on commence par ça. Le côté RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Pour moi, c'est la clé, c'est le démarrage. Et ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est l'évolution que vous avez vraiment vue à travers le design aujourd'hui. C'est, je pense, la révolution plus qu'évolution par rapport au passé. Oui, c'est une vraie révolution. C'était la forme qui menait le bal quand j'étais petit. Et aujourd'hui, c'est la façon d'intégrer l'écologie au démarrage de la création et d'en faire un nouveau métier, parce que je pense qu'il y a, et j'en vois, un certain nombre de stylistes, de designers qui vraiment se spécialisent un peu quand même dans cette histoire de nouveaux matériaux, de nouvelles approches. Et c'est à tous les étages de la création. Et je pense dans tous les métiers. On va s'intéresser maintenant au Silmo Paris. Ce salon mondial de l'optique lunetterie, présenté comme un révélateur des tendances. Pour vous, le Silmo Paris, ça capte simplement l'air du temps? Ou est-ce que c'est un laboratoire du futur? Ou est-ce que c'est un peu les deux? Alors, Silmo Paris, ce sont de grands professionnels. Le plus grand salon du monde, par rapport à la qualité de ce qu'on montre, par rapport au prix. Le Silmo d'or, c'est un peu comme le César ou l'Oscar, je ne sais pas, mais... c'est un peu ce qui se dit, oui, sur ceux qui le reçoivent en tous les cas. C'est l'équivalent. Et c'est l'endroit où ces grands professionnels se retrouvent. Et je trouve que le Silmo, c'est une ruche de talent, c'est une ruche de métier autour de la lunetterie, de l'optique, des nouvelles technologies liées à tous les domaines, puisqu'en fin de compte, c'est la femme, l'homme, l'enfant, enfin, c'est vraiment transversal. Pyramide d'exploitation, puisqu'on y trouve du très, très cher, moins cher, grand public. Donc c'est le moment où la profession se retrouve, se regarde, des uns sur les autres. Pour des opticiens, c'est une façon de se regarder une fois par an. Et vous avez été de se revoir. Oui, de se revoir, oui. Et vous avez été d'ailleurs le président des Silmo d'or de 2025. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Je garde déjà l'intérêt, puisqu'on est dans un monde où beaucoup de gens sont blasés. Enfin, je le vois autour de moi, il y a quand même... il n'y a pas toujours de l'enthousiasme pour tout, hein, ce qui est logique. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait là une frénésie, vraiment, pour ce prix. Et puis, un accueil incroyable, puisque j'ai discuté avec des professionnels, j'ai jamais autant parlé de lunettes de ma vie, hein, en si peu de temps. C'est vrai. Oui. Donc, en même temps, c'était le lieu. Hein. Oui, mais c'est ça, donc j'étais vraiment immergé
à Lunetland, dans un monde totalement culturellement intégré à cette histoire de lunettes à tous les niveaux du process. La fabrication, la distribution, la création et ainsi de suite. La recherche, etc., avec les nouveaux produits, avec les arguments des uns des autres. Et donc c'est une gigantesque partie de tennis. C'est le Roland Garros, si vous voulez, de la lunette. Et vainqueur, forcément, c'est malgré le fait que c'est quelquefois peu de choses. Papier à cigarette, oui, quelquefois, mais il faut bien qu'il y ait un choix final, c'est le plus difficile. Et à ce moment-là, de voir l'enthousiasme de ces gens, l'émotion. J'ai ressenti de l'émotion de ceux, alors bien sûr, ceux qui recevaient le prix, mais pas que. Il y avait quand même quelque chose de profondément sympathique, humain, passionné, dans un monde que je pensais saturé. C'est pas le cas. On a encore des choses à... Il y a un truc. À créer. Il y a aussi, quelque chose. Le design dans tout ça, c'est l'élément essentiel, évidemment. Un des éléments, mais évidemment. Mais là, on parlait aussi de technologies nouvelles, de nouvelles formes. Et en même temps, pour certains, par exemple pour les malentendants, etc., tout ce qui est en train d'arriver, toutes les technologies qui vont nous servir. L'intégration de l'électronique, c'était aussi ce qui devient un peu nouveau dans l'histoire, comment ça va se mettre en place, et ainsi de suite. Nouveaux matériaux, mais aussi les nouvelles formes, c'est vrai, mais même des détails dans les formes, techniquement très smart, qu'on ne voit pas. Balmain disait, la vraie élégance, c'est ce qu'on ne voit pas. Et moi, je trouve que là, il y a ce côté-là aussi, parce que dans certains cas, la lunette, elle reste un peu standard, c'est une lunette avec ses branches, mais techniquement, c'est comme une montre suisse. Vous savez, les Suisses parlent de leur montre à grande complication. Mais en fin de compte, elles donnent l'heure. Mais à la fin... Technologiquement, oui, et c'est un peu la même chose. Vous aviez ces performances extraordinaires et avec une passion partagée, je trouve, par tous ces gens que j'ai rencontrés. Alors vous aussi, vous avez reçu des récompenses dans votre vie. Je vois par exemple le Dé d'or qui a également été obtenu par Givenchy, Christian Lacroix, Pierre Cardin, pour ne citer que. Vous avez également eu en 2005, vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que vous ont apporté ces distinctions ? Alors la Légion d'honneur, c'est très bien, par exemple, lorsque je travaillais en Chine. Le mérite, il vous gratte la veste en disant c'est quoi, vous avez une tâche. La Légion d'honneur, pas du tout, ils la connaissent. À l'international, quand vous travaillez avec certaines autorités, par exemple, j'habille l'aviation civile en Chine, il y a eu un concours d'État, et c'est vrai qu'on rencontre des officiels, nanana. Bon, c'était important dans certains cas. Et puis le reste, bien sûr, le Dé d'or, formidable, Pierre-Yves Guilaine, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, ça a été un enchantement. Vous savez, dans la création, souvent, moi, je cours après un paradis perdu que moi j'ai vécu avec mon père lorsqu'il recevait John Lennon, lorsque vous aviez tous ces gens que je croisais. Moi, je passais par exemple mes week-ends chez Charles Aznavour. Je me souviens, il y avait à un moment donné des enfants, puis il y avait des nounours. Je me souviens de cette histoire d'escalier avec des enfants. J'ai plein. Et alors, dans la création, il y a parfois une recherche d'un paradis perdu, me concernant, quand je crée quelque chose. Dans l'acte de création, il y a un côté enfant, je trouve. On revient un petit peu sur ce passé, finalement. Oui, alors, c'est-à-dire le passé qui reste quelque part. C'était le sujet de Bach, qui n'a jamais existé, mais Épictète disait « le passé appartient à la mort ». Et je trouve que non. Je ne suis pas d'accord avec Épictète sur ce point précis. Dans la création, je pense que le présent est fait de passé recomposé. Et je trouve qu'il y a des éléments du passé, moi, qui m'ont marqué, et que j'essaie de retranscrire, non pas pour les copier, non pas pour faire du rétro, mais par contre, il y a une énergie. Je voulais faire le dictionnaire des paradis perdus. Il y a des endroits qui n'ont pas bougé. Il y a des endroits où il y a des ondes telluriques qui étaient les mêmes qu'avant. Des restaurants, des trucs qui, vraiment, ils sont dans le jus. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai des souvenirs, je vous dis, extraordinaires de l'énergie de ces années que j'ai vécues. J'avais 10 ans, mais où j'ai vu mes parents vivre et où j'ai vu cette société française,
cette culture, ces métiers. On s'habillait pour aller à l'opéra. Aujourd'hui, à l'opéra, on y va en jean. Mais, donc, il y a des choses qui ont changé. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que, voilà. On évolue. Quelquefois, quand je crée, je retrouve des traits du passé, mais transformés. Ah oui. À quoi pourraient ressembler les lunettes de demain ? Si vous deviez, là, si on vous passait une feuille, un crayon, on vous disait, bon, Olivier, dessine-nous les lunettes de demain. Alors, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient ? Je ne commencerai pas par le design. Je ne commencerai pas par le dessin. Je pense que, un peu comme Léonard de Vinci par rapport à ses élèves, je me mettrais dans un mur blanc. C'est-à-dire que je ne créerai pas de forme. Je partirai de la matière. Et je me poserai la question, non pas à quoi elles vont ressembler, mais comment elles seront faites et en quoi elles seront faites. Et là, je répondrai vraiment à la question. Demain, je pense que ce sera ça. Ce sera d'abord c'est l'écologie, d'abord de quoi elles seront faites, et après seulement la fonction. Est-ce que la fonction que la forme, j'en ai aucune idée en fait, parce que je ne suis pas sûr dans le cadre des lunettes. Mais en tout cas, elles seront ergonomiques, parce que ce que je peux reprocher parfois au style, c'est d'oublier le rapport des masses, le poids. Moi qui porte des lunettes, par exemple celle-ci, hop, je l'ai fait pour Meyerowitz. Ça s'appelle la slack, côté slack, comme un pantalon slack. Ouais. Vous voyez. Et c'est vrai que toute cette ergonomie de la lunette, elle repose là, c'est des faux classiques. Eh bien, ce qui me passionne, c'est ça, c'est d'arriver au poids zéro, au super confort avec du design. J'ai essayé des lunettes récemment, au moment du salon, au moment du Silmo, magnifique, mais pas confortable. Et moi, je trouve que dans ce cahier des charges de la nouvelle lunette, il y aurait cette idée de confort qui m'obsède un peu, et puis de matériaux. C'est comme être assis sur un bon fauteuil, c'est ça que vous voulez dire ? Alors oui, sur un fauteuil dans lequel on se sent bien. Je trouve que le côté humain est très important dans la chose, et qu'il faut toujours se poser cette question-là, que ce soit pour faire un vêtement ou quelque chose qu'on porte en réalité. La lunette, c'est aussi du prêt-à-porter, parce qu'on la porte. Ah oui. Est-ce qu'il y a des designers qui vous inspirent ? Où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Alors, designers du passé, bien sûr. Oui. Vous regardez des fois ce qui se fait aussi, un peu à droite, à gauche ? Je regarde absolument tout. Une dame qui me fascine, qui s'appelle Patricia Urquiola, aujourd'hui, je la trouve vraiment extraordinaire. Évidemment, Stark, c'est le chef, qui est un être incroyable, qui est un immense créateur. Mais bon, il y a beaucoup de designers n'ont pas de nom connu, mais font les objets du quotidien. Donc c'est vrai qu'il y a des deux catégories, il y a un petit peu ceux qui font leur promotion et les autres qui vivent à travers les objets qu'on ne connaît pas forcément. Un peu dans l'ombre. Un peu dans l'ombre. Et ça, je trouve ça bien aussi, ce côté underground. Et c'est la question qu'on peut se poser d'ailleurs par rapport à ce que veulent les jeunes. Est-ce qu'ils achètent d'abord un produit ou une marque ? Et je trouve que, on peut dire les deux, mais a priori, on se dirige aussi vers le retour du produit, c'est-à-dire où on va acheter quand même la chose et pas que la promotion de la chose. Est-ce qu'en visitant le Silmo en 2025, est-ce que ça vous a donné envie de recréer des lunettes ? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, est-ce que ça fait partie des projets peut-être ? Ah oui, mais c'est une partie de tennis, il faut trouver un autre joueur. On est souvent dans le tennis, mais vous êtes joueur de tennis. Ah oui, absolument, je joue beaucoup au tennis, j'adore le tennis. Donc c'est ça, on renvoie la balle. Il faut, voilà, je crois, créer avec un industriel aujourd'hui, il faut trouver un industriel. Mais ce n'est pas que le fait de faire un contrat, c'est le fait de trouver la personne qui comprend ce que vous faites et vice-versa. Et plus que jamais, il y a cette connivence culturelle lorsque vous devez faire ce genre de produit avec le choix de l'industriel et vice-versa, le choix de l'industriel par rapport au designer. 2025, vous étiez président du jury des Silmo d'Or et pour cette année 2026, vous avez accepté d'être le président du jury du concours du design optique CDO by Silmo. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir désormais ce président de ce concours du design ? Alors deux choses. La première, c'est le Silmo, c'est-à-dire le Silmo d'Or de la dernière fois, qui était un souvenir magnifique. Isabelle Beuzen aussi, qui est extraordinaire, et puis la présidente du Silmo, qui sont des gens absolument remarquables, avec cette marque Morel que j'aime beaucoup d'ailleurs.
qui fait travailler des grands architectes, qui font des lunettes d'architectes, vraiment d'une pureté absolument incroyable. Et le fait que je suis déjà administrateur d'école dans la mode, donc j'ai déjà l'habitude de participer au programme, à l'évolution des programmes dans le détail, enfin bref, ces trucs pas marrants, mais bien techniques. Mais importants pour les élèves. Et là, c'est un service qu'ils me rendent, les élèves. Parce qu'à travers eux, je vois en même temps la nouvelle vague. Ce qui se passe. Il faut savoir se regarder dans le regard des jeunes. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de participer avec eux et voilà, et puis de voir en fin de compte ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont, leurs rêves, leurs projections. Il y a un peu la transmission en fait, aussi peut-être tout pour m'intéresse. Bah, si jamais il y a ce contact, bien entendu, mais après il faut les revoir, après il faut suivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Là, je vais être confronté surtout à des dessins, à peut-être des modèles. Enfin, je vais voir comment on s'organise entre les deux. Mais c'est passionnant de voir cette nouvelle génération. En fait, moi, tout m'intéresse. C'est le problème de ma vie. Non, c'est pas un drame quand même. Je trouve ça assez génial de pouvoir s'intéresser, d'être curieux. Alors peut-être que justement le thème 2026 va vous rendre encore plus curieux. C'est un thème un peu philosophique. Alors si vous nous rejoignez, vous avez peut-être entendu Michael tout à l'heure qui parlait de ce concours du design, pour rappeler que c'est réservé aux étudiants en école. Et effectivement, le prix sera remis lors de Silmo Paris 2026. Le thème donc 2026, très philosophique. La place du regard dans le monde de demain. Si les lunettes n'étaient plus seulement un outil de vision, mais un langage du futur, un espace d'expression entre technologie et humanité, ça vous inspire ce thème ? Bien sûr, puisque des grandes figures du passé ont marqué avec leurs lunettes, et ça continue. Et puis, je trouve que c'est une seconde partie de nous-mêmes. C'est vrai, parce qu'à travers la lunette, inconsciemment, il y a une partie de nous... est-ce que c'est une ouverture sur le monde ou au contraire une frontière? C'est ça. Est-ce qu'on se protège avec ces lunettes ou au contraire, est-ce que c'est une ouverture? Enfin bref, si on devait faire la philosophie avec les lunettes, je pense qu'il y a plein de sujets. Plein de symboles. Plein de sujets à traiter. Est-ce que vous avez quelques petits conseils à donner à ces étudiants, par exemple? Écoutez, le plus grand conseil, c'est d'être soi-même, de ne pas suivre la mode. Moi, c'est ce que je pense. Et je réponds tout le temps ça quand on me pose cette question, parce que il ne faut pas avoir peur de dire non. Hein, c'est Alain qui disait « philosopher, c'est dire non ». Et c'est vrai que quand je vois cette jeune génération qui est quand même beaucoup sur les réseaux, je trouve qu'il faut arriver à échapper au réseau. Donc le conseil, c'est d'échapper un peu au réseau et d'essayer de devenir soi-même dans cette création et en échappant aux règles du monde et en essayant de faire quelque chose de très personnel. Cette émission est donc le mot de la conclusion. Merci infiniment Olivier d'être venu ici pour nous parler de design, mais aussi de tout ce que vous avez fait et surtout de nous dire que vous êtes le président du concours du design de 2026 de ce Silmo Paris. Donc vous faites partie maintenant de la famille Silmo. Formidable. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour d'autres sujets. Je laisse maintenant la parole à Michael. À très bientôt. Merci Marie-Letty et votre invité Olivier Lapidus. On va terminer avec une grande nouvelle. 20 sur 20 Europe et Jobson Optical Group qui lance l'initiative Most Influential Woman Optical, un programme emblématique destiné à célébrer les femmes qui font avancer l'industrie par leur talent, leur leadership et leur engagement. C'est déjà devenu une référence aux États-Unis. Cette initiative arrive aujourd'hui en Europe pour mettre en lumière des parcours inspirants et rendre hommage à celles qui façonnent l'avenir du secteur. Accueilli par Silmo Paris, cet événement donnera un nouvel écho à cette initiative majeure portée
par 20 sur 20 Europe et qui célèbre donc l'excellence féminine au cœur de la filière optique. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le mois prochain. J'aurai le plaisir de recevoir Romain Vanini, directeur général du groupe Derigo, acteur incontournable de la filière. Il nous parlera bien sûr des nouvelles tendances. D'ici là, on ne se perd pas de vue.